Bienvenue, Madame, Messieurs, dans cette édition d'information sur Eden TV. À suivre dans ce journal la clôture de la 3e session du comité d'orientation du programme régional d'éducation pastorale en zone transfrontalière PREPP. Et c'était ce mercredi 25 juillet 2018 à Cotonou. Vous suivrez également un extrait des décisions du Conseil des ministres à l'issue du point de presse du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ce mercredi 25 juillet 2018 à la présidence de la République. Sur le continent, 8 personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser dans une mosquée au nord-est du Nigeria. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de nous préférer pour vous informer. Nous démarrons ce journal par le Conseil des ministres de ce mercredi, au terme duquel plusieurs décisions ont été prises, à savoir l'interdiction faite aux fonctionnaires et contractuels du secteur de la santé d'exercer en clientèle privée. Ils devront désormais faire un choix. Outre ce dossier, plusieurs autres questions ont meublé ce grand rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. Suivez plutôt le compte-rendu du ministre Oswald Omeki au micro de Freddy Loris d'avant. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales par un agent public, fonctionnaire ou contractuel. La loi du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais le constat révèle que certains agents publics exercent en clientèle privée au mépris de la législation en vigueur. C'est notamment le cas des hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps aux patients des hôpitaux publics pour lesquels ils sont pourtant rémunérés. Cette situation génère de graves conséquences sur la qualité des soins dans les dits hôpitaux, obligeant les patients à recourir sous l'effet de la contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ce constat révèle que le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Dès lors, l'insuffisance parfois décriée des ressources humaines en santé apparaît en réalité fictive à maints égards. Soucieux de garantir les meilleurs soins aux populations et aux meilleures conditions, le gouvernement ne saurait rester indifférent à cette situation qui appelle des mesures urgentes et vigoureuses afin d'assurer une meilleure disponibilité des professionnels de la santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Aussi, a-t-il décidé de suspendre la délivrance des autorisations et de révoquer celles en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Je vous l'annonçais en titre, la 3e session du comité d'organisation du programme régional d'éducation pastorale en zone transfrontalière PREPP s'est déroulée du 23 au 25 juillet 2018 à Cotonou. Une rencontre sous-régionale sur le thème « Pérenniser les acquis PREPP pour de meilleures perspectives d'avenir de la jeunesse en milieu d'éleveurs, pasteurs ». Elle a bien sûr rassemblé les ministres de l'Éducation des pays membres de l'Association pour la promotion de l'élevage dans le Sahel et Savane, APESS, et le ministre béninois de l'Agriculture et de l'Élevage. Une déclaration a sanctionné cette session que je vous invite à suivre. Le Bénin se réjouit de l'honneur qui lui est fait d'accueillir la 3e session du comité d'orientation du programme régional d'éducation des populations pastorales en zone transfrontalière PREP. Au-delà d'une marque de reconnaissance du combat qui est le nôtre
sur le chemin des réformes orientées vers l'efficacité d'une éducation inclusive, c'est aussi l'expression d'un appel lancé à mon pays pour le rôle de leadership qu'il doit jouer aux côtés des autres pays bénéficiaires du PREP. Cet appel, il est entendu au sommet de l'État, d'autant plus que le gouvernement du Bénin fait de ce qui se passe dans cette salle une de ses préoccupations majeures. Mais au-delà du gouvernement béninois, c'est la sous-région qui se sent concernée par l'objet de la présente rencontre. Si la question de l'élevage relève d'un enjeu de survie et de croissance économique pour nos pays, celle de l'avenir des jeunes pasteurs transhumants constitue bien entendu un défi pour lequel l'histoire nous demandera des comptes, assurément. Ministre en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'agriculture et de l'élevage des pays du PREP. Remercions la coopération suisse et l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane pour leur appui aux États dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle des populations pastorales, notamment les éleveurs transhumants. Demandons à la CEDEAO de coordonner l'harmonisation des programmes d'éducation-formation professionnelle en faveur de la jeunesse pastorale en zone transfrontalière. Nous engageons à 1. Prendre en compte la problématique de l'éducation-formation professionnelle des éleveurs transhumants dans les politiques nationales. 2. Désigner des points focaux PREP dans les ministères concernés pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations. 3. Demandons aux collectivités territoriales d'intégrer dans leur nomenclature budgétaire la question d'éducation-formation professionnelle au profit des jeunes éleveurs et pasteurs. Fait à Cotonou le 25 juillet 2018. Et toujours ce mercredi, l'ex-procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a donné un point de presse. Objectif, faire le point de ses rencontres avec les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou ainsi que les chefs services juridiques et ceux des risques des différentes banques du littoral. Frégis Roulant et Frégis Fiossi ont assisté à ce point de presse. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 18 mai 2018 les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou pour attirer leur attention sur la mission qu'ils ont accepté d'assumer en se faisant élire. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs ainsi que la gestion des collectivités sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Le parquet, dans son rôle pédagogique, a invité les élus locaux et communaux à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République tient à leur rappeler que le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial et la loi cadre sur l'environnement doivent aussi régir leurs activités. Le 12 juin 2018, le parquet de Cotonou, avec à sa tête le procureur de la République, a rencontré les chefs services juridiques et ceux des risques des banques qui sont sur son territoire. En effet, plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique
que des normes administratives devant régir les questions d'opération bancaire. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont été conviés à traiter avec professionnalisme les dossiers qui leur sont soumis. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Le procureur de la République les invite à s'approprier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi sur la corruption, le code du numérique et le code foncier et domanial. Restons toujours en compagnie de l'ex-procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui a également présenté ce mercredi aux médias le contenu de ses échanges avec les directeurs des sociétés d'assurance et leurs responsables en charge des sinistres. L'ex-procureur a également abordé au cours de ce point de presse d'autres dossiers relatifs à l'occupation du domaine public. Suivez plutôt. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 29 juin 2018 les directeurs des assurances et leurs responsables en charge des sinistres pour une séance de travail au parquet de Cotonou. Au regard des déviances observées dans la gestion de certains dossiers, le procureur de la République a instamment convié les assureurs à plus de diligence dans le traitement des dossiers de sinistres sous peine de poursuite judiciaire. Le 13 juillet 2018, les promoteurs des casinos exerçant sur le territoire de Cotonou ont échangé avec le procureur de la République. Ils ont aussi été invités à se conformer aux normes régissant leur secteur. Au cours de ces diverses rencontres, le parquet de Cotonou a invité ses acteurs suscités à s'approprier les textes communautaires, législatifs et réglementaires consacrant leurs activités, notamment la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, pour diminuer le taux des dossiers d'accidents sur son territoire, le parquet de Cotonou, après avoir rencontré tous les syndicats des conducteurs, a invité ceux-ci à sensibiliser les conducteurs de tout véhicule à dégager leur engin de la chaussée en cas de panne. À défaut pour tout contrevenant de respecter cette prescription, le commissaire service constat accident de la ville de Cotonou a été instruit pour prendre ses responsabilités en de pareilles situations. En outre, le parquet de Cotonou, après avoir invité à maintes reprises les promoteurs des sociétés de gardiennage, des débits de poissons, des hôtels et des centres de santé exerçant sur son territoire à se conformer aux tests, a initié des poursuites contre les acteurs ci-dessus cités exerçant sur le territoire de Cotonou en méconnaissance des normes législatives et réglementaires de leurs secteurs respectifs. C'est ainsi que le mardi 24 juillet 2018, 92 promoteurs de santé, de centres de santé exerçant à Cotonou sans autorisation sont poursuivis par devant le juge des flagrants délits du tribunal de Cotonou. Il n'est pas inutile de rappeler aux habitants de Cotonou que des procédures sont initiées contre tous ceux qui occupent le domaine public naturel, comme les bas-fonds, pour éviter que le drame de la Côte d'Ivoire ne se répète dans la sous-région. Il en est de même pour ceux qui ont vendu ou acheté les réserves administratives en méconnaissance des règles régissant ces transactions. Enfin, pour permettre aux officiers de police judiciaire et à tous les agents de poursuite de mieux maîtriser la législation nationale en matière de cybercriminalité et de cybersécurité, le parquet de Cotonou
a édité un ouvrage intitulé « Un outil processuel dans l'univers du numérique » qui est déjà disponible. Le 28 juillet de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites. La Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie, en collaboration avec le ministère de la Santé, a saisi encore une fois cette occasion pour organiser cette année plusieurs activités, dont le dépistage gratuit de cette affection pour les 1000 personnes, les 1000 premières personnes qui se rendraient au jour J sur le site aménagé à cette fin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Institué en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à faire mieux connaître les hépatites, leurs voies de transmission, les personnes exposées, ainsi que les méthodes de prévention et de traitement. C'est justement ce que nous expliquent ici les docteurs Aboudou Raimi Bossou et Martin Sokpon au micro de Antoinette Sabo et Fiacre Voitan. Suivez. Le thème choisi pour la journée mondiale de l'hépatite, c'est agir contre l'hépatite, dépister, traiter. Et ça vient à point parce que moins d'1% de la population du Bénin sait qu'elle est porteuse de l'hépatite. Et pourtant, la maladie est fréquente. L'hépatite B concerne 9,9% de la population béninoise et l'hépatite C, 4,12% de la population béninoise. Donc, c'est des maladies fréquentes chez nous. En effet, la maladie est souvent silencieuse. Quand on a les manifestations, c'est souvent déjà assez avancé. Et donc, la plupart des gens qui ont la maladie n'ont pas de manifestations et l'ignorent. D'où l'intérêt de se prêter au dépistage. Tout le monde devrait se faire dépister parce que nous sommes dans une zone de prévalence élevée pour la maladie. Et donc, faire le test, c'est une prise de sang qui va permettre de savoir si on a la maladie ou pas. Et si on l'a, on va pouvoir se prêter à une prise en charge parce qu'il existe des traitements contre ces affections dans notre pays actuellement. Il y a quand même des comportements ou des attitudes qui exposent à la contamination par rapport à ces virus. Donc, notamment, c'est ceux qui font les scarifications, c'est de pouvoir avoir des organes de scarification uniques et de prendre les précautions. Le mode de circoncision aussi chez nous, souvent les circoncisions traditionnelles faites à domicile, ça expose à l'infection. Le fait de ne pas partager des objets personnels, c'est-à-dire qui sont contaminés par le sang, les rasoirs ou les taillons, des choses comme ça, ça se transmet par la voie sanguine. Et les comportements sexuels, il ne faut pas augmenter le nombre de partenaires sexuels parce que le virus de l'hépatite se transmet aussi par voie sexuelle. Avant d'aller au traitement, il y a un bilan pré-thérapeutique à faire. Et effectivement, le bilan pré-thérapeutique, c'est tout un ensemble de choses. On ne va pas les lister ici. On va demander si c'est positif chez un individu de prendre contact avec un médecin hépatogastro-entérologue pour recevoir le bilan pré-thérapeutique. Ça, c'est tellement un coût. Mais ce que je veux dire, le traitement existe. Par rapport à l'hépatite B, les molécules sont disponibles à la pharmacie du CNHU, ça coûte 5 000 francs la boîte, il faut faire 1 mois de traitement. Mais il faut dire que pour l'hépatite B, le traitement est à vie, donc on n'arrête pas le traitement. Par contre, dans l'hépatite C, si vous n'êtes pas au stade de cirrhose, c'est 3 mois de traitement et vous avez la guérison à la clé. Mais les molécules de l'hépatite C ont aussi un coût, ça varie, ça dépend des molécules. Mais quand quelqu'un est dépisté, soit pas positif au virus B ou C, c'est mieux de prendre contact avec le médecin spécialiste. On va orienter la personne par rapport au bilan thérapeutique et la prise en charge correcte et adéquate. Sur le continent, 8 personnes ont été tuées par un kamikaze, j'allais dire, qui s'est fait exploser dans une mosquée du nord-est du Nigeria. Ce lundi, a-t-on appris de sources locales. L'explosion s'est produite dans le quartier de Mainari à Koudougou, dans l'état de Borno, a indiqué Ibrahim Lima, membre de la milice civile qui assiste les forces de l'ordre dans leur lutte contre les militants djihadistes de Boko Haram, très actifs dans cette région. Suivant un extrait des propos d'un témoin. Les gens priaient et l'homme est apparu et aucun de ceux qui priaient ne savait où il se trouvait.
En un clin d'œil, nous avons entendu un son terrifiant et quand nous nous sommes précipités pour aider, toute la mosquée a été démolie et tous les cadavres étaient couverts de sang et tous les 7 corps étaient sous le bâtiment effondré. Enfin, en paix avec l'Éthiopie, l'Érythrée regarde vers l'avenir. Dans les faubourgs d'Asmara, un cimetière de tanks, de camions et de bus militaires rouillés témoigne encore des décennies de guerre qui ont opposé l'Érythrée à l'Éthiopie 18 ans après la fin de leur dernière guerre. Mais l'hostilité qui perdurait depuis entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique a été comme balayée le 9 juillet par une réconciliation spectaculaire qui amorce pour ses anciens ennemis une nouvelle ère. L'Érythrée s'est battue pendant 30 ans contre l'Éthiopie dont elle était une province avant de chasser les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 et d'accéder à l'indépendance 2 ans plus tard. Un deuxième conflit a opposé les deux voisins entre 1998 et 2000 au prix de 80 000 morts. Enfin, en paix avec l'Éthiopie, l'Érythrée regarde vers l'avenir, suivant un extrait des impressions de certains habitants d'Asmara. Je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Je suis très heureux d'avoir retrouvé ma mère aujourd'hui. On ne peut rien comparer avec la paix. Maintenant, les jeunes peuvent aller d'Érythrée en Éthiopie et aussi d'Éthiopie en Érythrée sans aucun problème. Pour les deux nations, cet accord de paix est très important, en particulier pour les possibilités d'emploi. Je suis très heureux que cela se soit produit en très peu de temps, surtout pour les jeunes qui ont passé notre temps en tant que soldats. C'est important parce que nous gardons notre pays. Zimbabwe, les observateurs européens de retour sur le terrain électoral. Pour la première fois depuis 16 ans, une mission de l'Union européenne a été autorisée à quadriller le pays pour valider le bon déroulement des élections. La dernière fois, en 2002, son chef, le Suédois Pierre Schori, avait été expulsé un mois avant le vote sur ordre du président de l'époque, Robert Mugabe, qui l'avait accusé d'avoir pris fait et cause pour ses adversaires. Cette année, le ton a changé. L'autocrate est tombé en novembre après 37 ans de règne et de scrutin émaillé de violence et de fraude. Son successeur, j'y suis arrivé, Emerson Mnangagwa, en quête de légitimité démocratique d'investissement, a invité les Occidentaux à revenir. Suivons ici un extrait des propos. Tout le monde doit être réaliste quant à ce que sont les observateurs électoraux et ce qu'ils ne sont pas. Les observateurs électoraux ne peuvent pas garantir la crédibilité des élections. Les élections sont organisées par les autorités zimbabwéennes au nom du peuple zimbabwéen. Notre travail est d'apporter une contribution positive, mais aussi d'observer et de rapporter ce qui se passe et d'exprimer notre opinion par la suite. Nous observons cette élection dans le contexte de nos normes internationales. Vous savez, nous comprenons que le Zimbabwe a une longue histoire d'élections contestées et de nombreux problèmes graves liés aux élections du passé et que le niveau de confiance est très faible. Notre travail consiste vraiment à faire une évaluation par rapport aux normes internationales, de sorte que nous laissons derrière nous, je pense, une évaluation très réaliste de la situation actuelle du Zimbabwe en 2018 sur le plan électoral. Et donc, quelles sont les mesures à prendre pour l'avenir? Les Zimbabwéens sont pacifiques. Seulement quelques gars qui ne sont pas bien informés ou qui sont induits en erreur par certains individus. Je ne pense pas qu'il y aura de la violence. C'est sur cette brève qui parle du Zimbabwe à travers le successeur de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa, que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi sur YouTube et sur notre site internet bénin-eden.tv ce journal. Merci à toutes et à tous.